France dit a priori que l'avertissement est à prendre au sérieux, puisque pour la Banque centrale européenne, l'économie américaine devient ou présente une forme de risque systémique pour l'Europe. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Charles, la BCE nous dit, voilà, la dette américaine, la dette publique, la dette fédérale, et ben oui, évidemment, le dollar, l'instabilité du dollar, oui, en effet, la bulle autour de l'IA, oui, effectivement, c'est des sujets qu'on connaît, ça ne sort pas de nulle part. Elle a raison ou pas? Elle est dans son rôle de nous mettre en garde, de nous alerter dans son rapport semestriel. Elle doit nous faire peur ou elle a raison? Le prochain choc financier pourrait venir des États-Unis. Alors la réponse politiquement correcte, oui, la BCE a raison. Et puis la réponse un petit peu plus rigolote, c'est que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, c'est le camembert qui explique au Roquefort que il se sent plus mauvais que lui, que dis-je, c'est l'âne qui se moque de la vitesse du cheval sur le champ de course, quoi. Bon. Euh, Plus sérieusement, c'est bien hein, de regarder la paille dans la poutre, dans la paille dans l'œil des Américains et pas la poutre dans l'œil de la BCE. C'est quand même c'est quand même assez copieux d'avoir la liste des risques qui pèsent sur l'économie américaine et qui, pour le coup, sont tout à fait justes. Hein, on va les détailler, mais ils sont tout à fait là. Et comme vous dites, ça sort pas du chapeau. Il y a quand même un grand absent dans cette synthèse, c'est les risques inhérents même à la zone euro, quoi. Bon, on parle d'une bulle aux États-Unis, dans la tech américaine. Ça, c'est sûr qu'en Europe, on est à l'abri d'un risque de bulle. Hein. À part une bulle de taxes et d'impôts, c'est vrai qu'on est à l'abri d'une survalorisation des marchés et de la croissance. On parle des déficits américains. C'est vrai que nous, les déficits français, il n'y a absolument Non, mais aucun problème. Charles, on parle de la zone euro. Il faut comparer ce qui est comparable. En zone euro, vous savez quel est le niveau de déficit public? En moyenne, en zone euro, on est sous 3%. Eux, ils sont à 7. Pour le coup, il faut comparer ce qui est comparable, non? Oui, mais c'est pas du tout comparable. Alors là, alors là, David, me lancez pas là-dessus, parce que là, justement, on compare des choux et des carottes. Vous comparez d'un côté une zone monétaire complètement unifiée, c'est-à-dire que les États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, c'est un pays unique. Nous, on est un conglomérat de 27 pays qui avancent à des vitesses différentes. Donc déjà, si vous voulez, on parle pas du tout de la même chose. Le risque du déficit américain, il n'a rien à voir, et le risque de la dette américaine n'a rien à voir avec le risque de déficit ou de dette en zone euro. En zone euro, vous avez la fragilité de la zone euro, elle est égale à la fragilité de son maillon le plus faible. Et c'est exactement ce qu'on avait eu avec la crise grecque. Si vous voulez, le souci, c'est on n'a pas des économies, on n'a pas des économies complètement intégrées. On n'a pas, n'a pas, on n'a pas une banque centrale par pays. On a une banque centrale unique pour des économies hétérogènes. C'est exactement ce qui marche pas. Et donc le problème de la zone euro, c'est pas le taux moyen de l'endettement ou du déficit de la zone euro, c'est le taux d'endettement ou le déficit de son maillon le plus faible. Et actuellement, c'est un maillon sacrément important, puisque c'est la deuxième économie de la zone euro et c'est la Ouais. France. Mais si on regarde encore une fois ce qui se passe chez eux, est-ce que, encore une fois, vous avez raison, on a nos propres faiblesses, nos propres carences, nos propres risques inhérents à la zone euro, on pourrait parler de la France, mais là, pour le coup, le sujet, c'est ces facteurs de fragilité américaine qu'on a cités. Est-ce que vraiment ça constitue un risque systémique qui pourrait, en cas de choc, frapper aussi et créer, par onde de choc, aussi un problème en Europe? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la BCE? Elle dit il y a un risque, il y a des déficits trop importants et donc il y a un risque sur la dette américaine. À partir du moment où ils ont leur banque centrale, à partir du moment où Donald Trump qui a annoncé hier qu'il avait le nom de la personne qu'il allait nommer en remplacement de Jerome Powell, bon, vous avez aucune raison de croire que la Fed n'assurera pas la solvabilité de l'État fédéral américain. Donc, est-ce qu'il y a un risque systémique à ce niveau-là? J'en suis pas certain. Ok, En tout cas, ça en fait un de moins, ok. Et si on les passe un par un? ben, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, on a le dollar, David. Ouais. Bon, le dollar, bah, le dollar, rien de neuf sous le soleil. Hein. C'est vieux comme le monde. Le dollar, notre monnaie, votre problème. Hmm. Il y a strictement rien de nouveau depuis les accords de la Jamaïque, la fin de Bretton Woods, la fin de la convertibilité hors dollar.
et le fait que aujourd'hui, effectivement, ils émettent plein de dollars, qu'ils veulent plutôt un dollar faible. Effectivement, la BCE dit dollar faible plus droit de douane, c'est plus compliqué pour les exportateurs européens. Oui, c'est exactement l'objectif des Américains, hein, c'est que ce soit plus compliqué pour les exportateurs du reste du monde. Donc, pour nous, c'est plus compliqué, mais pour eux, ça va très bien. Donc, si pour eux, ça va très bien, eh bien, il n'y a pas de raison que ce soit la cause d'un choc systémique. En revanche, c'est évidemment un peu de croissance en moins pour l'ensemble des exportateurs de la zone euro, donc de la croissance en moins pour l'Union européenne de manière générale. Et ça, oui, mais c'est pas un risque systémique. Ensuite, on va vous dire, allez-y David. Non, mais voilà, c'est l'IA. Le vrai sujet, c'est l'IA. C'est les valorisations autour de la tech américaine et de l'IA. Et là, pour le coup, elle est un peu rassurante, la BCE, puisqu'elle dit que la situation actuelle n'est pas comparable avec le moment la séquence avec des entreprises qui avaient aussi, dont la valeur est beaucoup montée à l'époque de la bulle Internet. Et oui, et là pour le coup, la BCE ne dit pas d'ânerie et je suis assez d'accord avec la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? En fait, souvenez-vous, vous et moi qui sommes des vieux briscards, David, on a connu quand nous étions jeunes la bulle Internet, on valorisait des entreprises qui ne gagnaient pas d'argent. Bon, aujourd'hui, les entreprises, on les valorisait à des niveaux stratosphériques. Aujourd'hui, quand vous avez Google qui investit dans l'IA, Google, c'est 100 milliards de dollars de trésorerie. Quand vous avez Facebook, Meta, qui investit dans l'IA, Meta, c'est 70 milliards de dollars de trésorerie. Donc, tout ça, si vous voulez, ce sont des acteurs majeurs aujourd'hui de l'économie. Et ces acteurs majeurs, ils ont beaucoup d'argent. Et ils sont rentables. Et ils gagnent de l'argent chaque année. Donc, la bulle de l'IA va pouvoir aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que la bulle Internet d'un point de vue financier. Parce que les entreprises ne sont pas du tout dans le même, dans le même cycle de maturité. Ensuite, vous avez un autre élément, David, qui est un élément beaucoup plus profond, qui est un élément de nature. Euh, la révolution Internet et la révolution de l'IA, c'est pas la même chose. La révolution Internet a changé beaucoup de choses, mais il n'y a pas eu de changement de nature. C'est-à-dire que on est resté. Alors vous avez des business qui ont disparu, des business qui se sont digitalisés. Vous avez eu des usages qui ont changé, etc. Bien sûr, commande par Internet, on se fait livrer, tout ce que vous voulez. Mais l'IA est d'une nature complètement différente. L'IA, c'est l'équivalent moderne de l'invention de l'imprimerie. C'est l'équivalent moderne de l'invention du feu. C'est-à-dire, ce sont des révolutions comme il en arrive une tous les 1000 ans, et ce sont des révolutions qu'on dit anthropologiques. C'est-à-dire que ça va changer profondément l'humanité, bien plus que la révolution Internet, bien plus que l'arrivée du rail, bien plus que l'aviation. L'IA, c'est un changement complet de nature même de l'humanité. Ce changement de nature qu'on a du mal encore à saisir, à conceptualiser, va également permettre de pousser cette bulle beaucoup plus loin. Mais ça va être complètement bouleversant pour l'humanité tout entière. Ça va bien plus loin que commander en ligne son Uber ou se faire livrer son Deliveroo ou son Uber Eats parce qu'on a la flemme d'aller chercher son kebab en bas de la rue. Et donc ça justifie d'avoir des valorisations qui sont encore plus stratosphériques, au risque que, parce qu'il n'y aura pas que des gagnants, on le sait bien, dans ces ruptures technologiques-là, au risque qu'un jour, qu'il y ait une correction violente. Il y aura inévitablement une correction violente. Inévitablement. Comme dans toute ruée vers l'or. Alors que ce soit la ruée vers l'or aux États-Unis, la vraie, la première, où c'était les vendeurs de pelles qui s'enrichissaient. Bon, aujourd'hui vous avez Nvidia, Nvidia avec ses cartes, c'est ni plus ni moins que le vendeur de pelles d'autrefois, puisque c'est la si vous voulez, ce sont les infrastructures. Bon, pendant la bulle Internet, les entreprises qui vendaient des infrastructures se sont également considérablement enrichies. Bon, donc tout ça, on sait que ça va aller trop loin, on sait que ça va être excessif, on sait qu'il va y avoir une bulle, c'est une évidence. Cette bulle va aller bien plus loin que ce qu'on peut penser, comme généralement
toutes les bulles. Donc il ne faut pas la voir trop tôt, mais elle est inévitable. Mais il ne faut pas voir son risque d'éclatement trop tôt. Oui, David? Oui, Charles, donc, et la conclusion par rapport à ce rapport semestriel de la BCE, qui nous met en garde contre un prochain choc financier qui viendrait des États-Unis, ce risque d'accident financier venant, encore une fois, d'outre-Atlantique, on le prend au sérieux ou pas? Vous écoutez, non, hein? Moi, je ne le prends pas du tout au sérieux à court terme. Encore une fois, je vous disais avec l'air taquin, ça c'est sûr que nous, on est à l'abri d'une bulle de l'IA, hein, toutes nos startups. Alors d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles ça va aller très très loin, David, les gens ne comprennent pas hein, pleinement la portée de ce qu'est l'intelligence artificielle, mais reportez-vous simplement aux usages qu'on peut commencer à avoir de ChatGPT au hasard. Bon, ChatGPT, vous lui demandez tout, quoi. Hein. J'ai de la fièvre, qu'est-ce que j'ai ma femme me fait la tête, qu'est-ce que je dois lui dire bon. D'accord. Ce qui veut dire qu'en face, OpenAI connaît toute votre vie. Mais OpenAI, ça va plus loin. Connaît toute votre vie, connaît tous vos états d'âme, connaît tout de vos émotions, avec une finesse absolument incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça implique. Et donc, ça implique en gros que l'IA que vous utilisez, connaissant tout de vous, son propriétaire a sur vous un contrôle qui est quasi total. Ah, pas un contrôle, une connaissance, mais pas un contrôle pour autant. Mais cette connaissance, David, elle permet un contrôle total de ce que vous êtes. Elle permet un contrôle total de ce que vous allez acheter. Elle permet un contrôle total du marketing auquel on va vous soumettre. Elle permet un contrôle total des sollicitations commerciales que vous aurez. Mais elle permet aussi, si c'était mal intentionné, un contrôle total jusqu'au suicide. Et c'est des cas que nous avons connus aux États-Unis, hein, où des Américains dialoguaient avec l'IA et à la fin, l'IA leur conseillait quand même de se suicider. Donc, et ce qui a été fait. Vous avez aujourd'hui, reportage de nos confrères de BFM, des Américains qui vont s'installer à Uzès, parce que quand ils font un burn-out et qu'ils ont envie de changer de vie, ChatGPT leur dit bah, écoute, change de vie, pour toi c'est Uzès en France, ça te fera le plus grand bien, et vous avez 50 ou 60 Américains qui sont arrivés à Uzès parce que ChatGPT leur a dit va t'installer là-bas. Donc c'est complètement bouleversant, mais ça amène à une forme de contrôle, et il ne faut pas être naïf, David. Ce contrôle, c'est la puissance de demain. Et c'est ce qui fait que vous avez, dans l'extension de la domination américaine, l'IA a une place toute particulière. C'est le futur de la domination américaine se fait à travers l'IA et se fait à travers les géants de la tech. Et c'est pour ça que cette bulle, là aussi, ira beaucoup plus loin que ce qu'on pense, parce que derrière, il n'y a pas non plus que des enjeux financiers, vous avez également des enjeux de domination économique mondiale. Or, aujourd'hui, le combat se fait entre les États-Unis et l'IA américaine, hein, de la Silicon Valley, et l'IA chinoise avec des modèles open source, etc. Et l'Europe est aujourd'hui, à part Mistral AI, complètement absente de ce combat de la domination mondiale sur l'IA. Et donc, si ce n'est pas nous qui dominons, c'est nous qui serons dominés. Il y a de quoi avoir envie d'investir plusieurs centaines de milliards de dollars dans l'outil qui vous permettra de maintenir votre leadership et votre domination géo-économico-politique. C'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que ça ira beaucoup plus loin, David. Donc le choc financier n'est pas pour tout de suite, s'il vient des États-Unis, du point de vue notamment de la bulle autour de l'IA. C'est ça. Et il aura lieu, mais pas encore. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles et bonne semaine. À vous aussi, merci David, merci à tous.